Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je n'ai pas réagi avec colère, j'ai juste fermé la porte, tourné la clé et je l'ai entendu de l'autre côté me traiter d'injuste et pourtant je ne l'ai pas ouverte parce qu'au moment où il a réalisé qu'il avait perdu, je n'étais plus la même. J'étais déjà morte pour lui et lui pour moi. Ce qu'il m'a dit ce jour-là était comme un couteau emballé dans du papier cadeau. Maman, cet appartement est trop grand pour toi seule. Vous devriez envisager de nous le donner. Ce serait juste, tu ne trouves pas? Et Catalina, avec ce sourire qui n'atteignait jamais mes yeux, ajouta. Tu serais peut-être plus à l'aise dans un endroit plus adapté à ton âge. J'ai eu l'impression que le monde s'était arrêté pendant une seconde, non pas à cause de la proposition, mais à cause de la façon dont elle a été dite, comme si ma vie, mon histoire, mes souvenirs n'étaient qu'un meuble de plus sur mon chemin, comme si je ne possédais plus rien. Mais ce n'était pas le premier signe. Non, cela s'est produit bien avant. Je me souviens parfaitement de cette nuit. J'avais préparé ma soupe préférée, à la citrouille et au gingembre. La maison sentait le beurre fondu et le pain grillé. J'ai mis la table avec mes assiettes en porcelaine, celles qu'Emilio et moi avons achetées lors de notre premier voyage à Lisbonne. La nappe était blanche, avec des bords en dentelle brodés par ma mère. Rosalia a couru dans le couloir en criant qu'elle voulait s'asseoir à côté de moi. J'ai souri, j'étais heureux où je pensais l'être. Catalina m'a aidé dans la cuisine, même s'il était clair qu'elle ne voulait pas se salir les ongles. Elle avait de longs ongles couleur vin qui ressemblaient à des griffes. Gaël parlait au téléphone sur le balcon, gesticulant comme s'il négociait un contrat. Quand il a raccroché, il s'est approché de moi avec une bouteille de vin cher. C'est un cadeau, maman. Tu le mérites. J'ai trouvé ça étrange. Gaël n'a jamais été très pointilleux sur les détails, mais je pensais qu'il était peut-être en train de changer. Pendant le dîner, Catherine a fait l'éloge des rideaux du salon. Comme c'est classique. Même si je mettrais quelque chose de plus moderne, de plus minimaliste. Gaël lui fit un signe de tête comme pour lui dire de ne pas exagérer, mais je sentais déjà ce picotement désagréable dans mon estomac. Non pas à cause de ce qu'ils ont dit, mais à cause de la façon dont ils l'ont dit, comme s'ils pouvaient déjà s'imaginer vivre ici. Rosalia, dans son innocence, a dit quelque chose qui m'a laissé de marbre. « Et où sera ma chambre, papa ?» Catalina la corrigea rapidement. « Quand nous venons rendre visite à grand-mère, mon amour. » Mais son regard trahissait sa bouche. Ce n'était pas une visite qu'ils avaient imaginée. Ce soir-là, alors que je débarrassais la vaisselle, j'ai remarqué que Catalina avait laissé son sac à main ouvert sur la table de la salle à manger. Par réflexe, j'ai voulu le fermer pour que rien ne tombe. Et là je l'ai vu. Un plan d'étage de l'appartement avec des notes manuscrites. Abattre le mur du couloir, ouvrir la cuisine sur le salon. Chambre principale, Catalina et Gaël. J'étais choquée. Je n'ai rien dit. J'ai fermé mon sac à main, fini de faire la vaisselle et je suis allée dormir. Mais je n'ai pas dormi. Je me tournais et me retournais dans mon lit, sentant le poids de chaque objet autour de moi. C'était ma maison, pas une propriété, un refuge, un lieu plein de vie, d'amour et de perte. Là, j'ai aussi vu mourir Emilio. C'est là que j'ai fait mes premiers pas en tant que mère. Là, j'ai serré Rosalia dans mes bras pour la première fois. Il ne pouvait pas me l'enlever, pas sans se battre. Les jours passèrent et de petits signaux commencèrent à arriver, au début presque imperceptibles. Un voisin m'a demandé si j'allais déménager. Il a dit avoir vu Gaël montrer l'appartement depuis le balcon, pointant vers la rue et parlant d'un espace pour un bureau. J'ai ri nerveusement et j'ai dit que cela devait être un malentendu, mais le doute persistait. Le concierge m'a alors dit que Catalina avait demandé s'il y avait un moyen de dupliquer la clé de la boîte aux lettres. Il a dit que c'était pour vous aider, Doña Yolanda, mais je ne lui ai jamais demandé ça. Un matin, j'ai ouvert mon courrier électronique et j'ai vu une notification de la banque. Quelqu'un a essayé d'accéder à mon compte à partir d'un nouvel appareil. J'ai appelé la banque. On m'a dit que mon numéro de document avait été saisi pour réinitialiser le mot de passe. J'ai dû tout changer. C'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose de très sombre se passait. Je suis allée à mon bureau, j'ai ouvert le dossier dans lequel je garde mes documents et j'ai remarqué qu'il manquait 2 morceaux de papier, l'acte original de l'appartement et une copie de mon testament. Mon cœur battait dans mes oreilles. J'ai appelé mon avocate de confiance Clara. Elle m'a dit de la rencontrer dans son bureau. Le lendemain, je suis arrivée avec les documents que j'avais encore. Clara passa tout en revue en silence. Il m'a regardée avec une expression mêlant pitié et fureur. « Yolanda, votre fils essaie de transférer l'appartement à son nom. Ils ont utilisé une fausse autorisation.
C'est sérieux. J'avais l'impression d'être essoufflée, comme si quelqu'un m'avait vidé de l'intérieur. Clara m'a aidé à bloquer toutes les procédures en cours. Il m'a recommandé de changer les serrures, de protéger mes comptes, et surtout, de ne pas encore les affronter. Fais comme si tu ne savais rien. Cela vous donnera un avantage. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis devenue invisible. J'ai commencé à enregistrer nos conversations. Chaque visite, chaque commentaire de Catalina sur ce qu'elle ferait de cette cuisine, chaque phrase de Gaël sur le moment où nous emménagerons ici. Tout a été enregistré. J'ai aussi pris des photos des plans, des messages qu'ils m'ont envoyés, des appels que j'ai manqués à des heures bizarres. J'ai gardé chaque pièce du puzzle. Un soir, alors que Catalina préparait le café dans ma cuisine comme si elle était la propriétaire de la maison, Gaël a fait sa dernière proposition. « Maman, nous y avons beaucoup réfléchi. Cet endroit est trop grand pour toi. Vous pourriez vivre dans un appartement plus petit près de chez nous. Nous pourrions même vous aider avec les dépenses, mais nous avons besoin de cet espace. C'est le meilleur pour tout le monde. » Il m'a regardé comme si j'étais généreux. Catalina a posé une main sur mon bras. « Nous ne voulons pas que vous vous sentiez seul, juste à l'aise. Et cet endroit, eh bien, il n'est pas adapté à une femme de votre âge. » J'ai senti mon visage brûler, mais je n'ai rien dit. J'ai souri et hoché la tête. Je leur ai dit que j'y réfléchirais et le soir même, j'ai appelé Clara. Nous avons commencé le processus de vente en secret. Une amie étrangère de Clara cherchait un appartement spacieux dans ce quartier. Elle l'a vu sur des photos, elle est tombée amoureuse. Je lui ai expliqué la situation. Il m'a dit, faisons-le vite et tranquillement. Nous avons signé l'accord chez un autre notaire. L'argent a été transféré sur un nouveau compte. Clara m'a accompagnée pour changer le testament. Gaël et Catalina ont été laissés de côté dans tout ça. Seule Rosalia recevrait quelque chose à ses 25 ans. Rien avant, personne d'autre. Pendant des semaines, j'ai fait semblant d'être normale. Il a accueilli ma famille avec le sourire. Catalina parlait déjà au décorateur. Gaël a mesuré les murs. Rosalia a apporté des dessins où elle avait déjà écrit son nom sur la porte de ce qu'elle croyait être sa nouvelle chambre. Pendant ce temps, j'emballais secrètement mes affaires les plus chères. Les photos d'Emilio, les lettres d'amour, les vieux journaux, les colliers de ma mère, les livres dédicacés, les disques vinyles. Il gardait tout dans des boîtes discrètes qu'il sortait de l'appartement petit à petit, comme s'il s'agissait de sacs poubelles. Personne ne l'a remarqué. La signature définitive de la vente a eu lieu un jeudi matin. À 11h32 l'appartement ne m'appartenait plus ni à eux. À 1h30 j'ai changé la serrure. À 15h je m'étais installée dans ma nouvelle maison, petite, chaleureuse, avec de nouveaux rideaux et un parfum de menthe. Et cette nuit-là, quand Gaël est arrivé avec Catalina et Rosalia pour commencer à déménager, il a trouvé une nouvelle serrure et un panneau indiquant propriété privée, accès restreint. Ils ont appelé, ils ont frappé, ils ont crié, mais je n'étais plus là. Catalina a été la première à perdre le contrôle. Il frappa à la porte comme si à chaque coup il pouvait briser non seulement le bois, mais aussi la réalité qui s'effondrait autour d'eux. « Yolanda, ouvre cette porte tout de suite. C'est de la folie. » Il cria avec cette voix aiguë et tendue, sur le point de craquer. Gaël, lui, était silencieux, immobile, collé au portier, composant mon numéro encore et encore, comme si le son de la sonnette pouvait lui redonner le pouvoir qu'il pensait avoir. J'observais tout depuis l'immeuble de l'autre côté de la rue, assis sur le siège arrière de la voiture de Clara. Les vitres fumées me protégeaient comme un voile. J'observais leur corps bouger avec anxiété, comme si chaque seconde était une autre brique dans le mur qui s'élevait entre nous. « Ne dis rien », m'avait prévenu Clara. « Laissez-les crier. Ce qui fait le plus mal à un manipulateur, c'est le silence. » Et il avait raison. Le lendemain, les messages ont commencé. D'abord les subtils. « Maman, nous comprenons que tu sois confuse. Peut-être que quelqu'un vous manipule. Nous pourrons parler plus tard. » Les passifs agressifs. « Je n'aurais jamais pensé que tu ferais ça à ta propre famille. » Ensuite les dramatiques. Rosalia pleure. Elle ne comprend pas pourquoi sa grand-mère ne l'aime plus. J'ai tout sauvegardé. Capture d'écran, audio, vidéo. Clara m'avait bien instruit. Tout devait être documenté. Le troisième à entrer en scène fut Ravière, le beau-frère de Gaël, un avocat de second ordre qui pensait toujours être plus intelligent que tout le monde. Il m'a écrit un très long courriel avec des termes juridiques alambiqués,
me disant que ce que j'avais fait pouvait être considéré comme un acte de folie temporaire et qu'il devrait demander un contrôle judiciaire de mes capacités. Je l'ai relu 3 fois, non pas parce qu'il m'effrayait, mais parce que le culot m'impressionnait. Vouloir prendre mon appartement n'était pas suffisant. Maintenant il voulait ma santé mentale. Je n'ai pas répondu un mot, j'ai juste transmis le mail à Clara, qui m'a répondu en moins d'1 heure avec un document joint. Ne vous inquiétez pas, ils ne peuvent plus vous toucher, mais nous allons tout protéger au cas où ils essaieraient d'aller plus loin. J'avais l'impression d'être dans un film d'espionnage, mais ce n'était pas de la fiction, c'était ma vie. 2 semaines se sont écoulées. Pendant ce temps, j'ai changé de numéro, fermé mes comptes sur les réseaux sociaux et averti les quelques amis en qui j'avais encore confiance de ne pas partager ma nouvelle adresse. Catalina a posté une vidéo sur Facebook en pleurant, littéralement en pleurant, disant que sa belle-mère avait été arnaquée, que sa propriété lui avait été vendue à son insu. Gaël est apparu en arrière-plan tenant Rosalia avec un visage de martyr. Le titre de la vidéo était « Que feriez-vous si votre mère était trompée et que vous perdiez tout ?» Des milliers de vues, des commentaires d'inconnus m'accusant d'être folle, ingrate et une mère cruelle. Un voisin a même laissé un mot dans la boîte aux lettres de mon ancien immeuble disant que l'ambition détruit les familles. Mais je n'ai pas bougé. J'avais passé trop de temps à ignorer les signes, à douter de mon instinct. Il resta désormais ferme et n'avait aucune intention de reculer. Chaque fois que j'entendais ces enregistrements audio de Catalina criant dans ma cuisine que c'était à elle, cela me rappelait pourquoi je devais continuer. Chaque fois que je voyais le plan de l'appartement avec ses notes, je me souvenais qu'il ne s'agissait pas de visiteurs, mais d'envahisseurs. Clara m'a accompagnée chez le notaire où j'ai mis à jour mon testament. J'ai clairement indiqué que Gaël ne recevrait rien, absolument rien, aucun bien, aucun argent, aucun objet. La seule exception était Rosalia. Je lui ai laissé une lettre manuscrite et cachetée qu'elle n'a pas pu ouvrir avant ses 25 ans. Elle disait « Chère Rosalia, j'espère que tu comprendras un jour. L'amour, c'est aussi fixer des limites. Ta grand-mère t'aimait, mais elle ne pouvait pas se laisser détruire au nom de sa famille. C'était la partie la plus difficile, séparer une fille innocente du mal que ses parents causaient. Mais j'ai aussi compris que le véritable amour n'est pas aveugle, il est courageux, et que parfois dire non est l'acte d'amour le plus pur. Un après-midi, j'ai reçu un appel inconnu. Je n'ai pas répondu. Un message vocal dans la minute. C'était Gaël. Son ton était différent, il n'y avait pas de colère, juste du vide. Maman, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas quand tu es partie comme ça. Je voulais juste t'aider. Je voulais que tu ailles bien, que tu ne sois pas seule. Mais je ne sais pas si tu t'es encore soucié de nous. J'ai serré le téléphone contre ma poitrine. Mes mains tremblaient. Parce qu'une partie de moi voulait croire ses paroles, mais je n'étais plus une femme naïve. Je savais de quoi il était capable et je savais que cette voix était un autre masque, une autre manipulation. Clara m'a recommandé de sortir de la ville pendant quelques jours, de me déconnecter et de me ressourcer. Je suis allée dans une maison rurale que j'ai louée dans les montagnes. Un endroit sans réseau, sans internet, juste des oiseaux. Le vent et l'odeur de la terre humide. Là, je marchais pieds nus, je lisais à haute voix, j'écrivais dans un cahier à couverture rigide tout ce que j'avais gardé secret pendant des années. La pression d'être la mère parfaite, la culpabilité de dire non, la peur de vieillir et d'être perçue comme une nuisance. J'ai pleuré pour Emilio, pour les choses que nous n'avons pas dites, pour les moments où j'étais douce, pensant que c'était de l'amour, pour les silences qui ont permis que l'on me prenne pour faible. Et après avoir pleuré, j'ai commencé à guérir. Je suis revenue 1 semaine plus tard. Le scandale des réseaux sociaux s'était déjà apaisé. Catalina avait supprimé la vidéo. Ravière a arrêté d'écrire et Gaël a disparu. Je n'ai plus eu de ses nouvelles. Pas d'appel, pas de lettres, pas de visite, juste l'écho de son absence. Ma nouvelle maison n'était pas si grande, mais c'était la mienne. Chaque plante sur le balcon avait un nom, chaque tasse avait une histoire. Chaque silence était une paix, pas une punition. Je me levais tôt, je préparais du café à la cannelle, j'ouvrais les fenêtres et je laissais entrer la lumière sans permission. J'ai accroché une photo en noir et blanc de moi et Emilio au mur, souriant sur une place de Séville. Je lui parlais parfois, lui racontant comment je m'étais défendue, comment j'avais finalement choisi de vivre. Un matin, en ouvrant la boîte aux lettres, j'ai trouvé une lettre sans expéditeur. À l'intérieur d'un dessin de Rosalia, un soleil jaune, une maison avec des fleurs et 3 personnages, une femme âgée, une fille et un chat. En dessous, en lettres tordues, il était écrit « Ah grand-mère, tu me manques ». J'ai senti une boule dans ma gorge.
J'ai gardé le dessin dans une boîte en bois avec les lettres d'Emilio. J'ai fermé la boîte. Je n'ai pas pleuré, j'ai juste caressé le couvercle et murmuré. Moi aussi, mon amour, mais je ne reviendrai pas. Et je ne suis pas revenue. Ni à l'ancien appartement, ni aux anniversaires organisés par obligation, ni aux réunions où je faisais semblant de ne pas remarquer le dédain de Catalina, ni au dîner où Gaël parlait sans me regarder. Je ne suis pas revenue et c'était mon acte d'amour-propre. Le monde peut me juger, il peut me traiter de froid, de calculateur, de rancunier, mais personne n'a vécu ce que j'ai vécu. Personne n'a entendu ce que j'ai entendu derrière des portes closes. Personne n'a ressenti le vide de voir son propre enfant planifier son remplacement alors que vous respiriez encore. Je l'ai fait et c'est pourquoi j'ai choisi de me sauver. Pendant des semaines, le téléphone est resté silencieux. Plus de messages, plus d'appels masqués. C'était comme si le monde avait finalement compris ma décision ou du moins appris à ne pas la défier. Il y avait quelque chose de puissant dans le silence. Non pas le silence vide d'une maison sans visiteurs, mais le silence qui s'épanouit lorsque vous fermez des portes qui n'auraient jamais dû être ouvertes. Le silence d'avoir finalement choisi de ne pas être utilisé. Le silence de la liberté. Mais le calme, comme tout dans la vie, est fragile. C'était un mardi matin alors que je revenais du marché avec mon sac rempli de tomates, de pain chaud et de romarin frais. J'ai vu Gaël debout, appuyé sur la clôture devant mon immeuble. Il n'avait pas de fleurs, pas de cadeaux, juste ses bras croisés, sa barbe qui poussait et ses yeux remplis de quelque chose que je ne pouvais pas déchiffrer immédiatement. Aucune tristesse, aucun regret. C'était quelque chose de plus dense, de plus nuageux. Je n'ai rien dit. Je suis passée devant lui sans le regarder, mais sa voix m'est parvenue quand même. « Maman, nous devons parler. » Je me suis arrêtée. Non pas par désir, par habitude, car peu importe à quel point une femme a reconstruit sa vie, il y a toujours un écho dans sa poitrine qui répond à l'appel d'un enfant. Nous n'avons rien en attente, répondis-je sans tourner la tête. Catalina est enceinte. Il l'a dit comme si c'était un joker qui justifiait tout. J'ai fermé les yeux pendant une seconde. J'ai senti le soleil du milieu de matinée frapper ma nuque. J'ai pris une profonde inspiration. Le romarin dans le sac libérait son arôme terreux et sucré. Et là, au milieu du cirage, j'ai compris que ce qu'il cherchait à faire n'était pas de réconcilier, mais plutôt de reconquérir le terrain perdu. Catalina était enceinte et cela les rendait à nouveau dignes de mon sacrifice, de ma propriété, de mon héritage. Je me suis retournée lentement. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Son expression se brisa un instant. Puis il se ressaisit. Nous avons besoin de stabilité, maman. Une maison. Tu as une maison tout seul. Tu pourrais venir vivre avec nous. Vous pourriez voir grandir votre petite fille, vos petits-enfants. Chaque mot était mesuré, calculé comme du poison dans un verre de vin. Yolanda, réfléchis Y. Nous pourrions transformer une pièce en votre espace, un petit salon avec vos affaires. Tu ne serais pas seule, tu n'aurais à t'inquiéter de rien. L'image était grotesque. Moi, réduit à une figure décorative coincée dans un coin d'une maison qui n'était pas la mienne, soumis à des règles que je n'appliquerais pas, toléré jusqu'à ce que je me mette en travers de mon chemin, je n'ai pas répondu, j'ai simplement continué mon chemin. Je montais les escaliers lentement, non pas parce que mes jambes me faisaient mal, mais parce que j'avais besoin qu'il voie chaque pas, chaque centimètre de distance que je choisissais. Je suis entrée, j'ai verrouillé la porte et j'ai changé la serrure à nouveau le même après-midi. 2 jours plus tard, j'ai reçu une notification du tribunal, une demande de tutelle conjointe pour l'aide familiale, ce qui signifiait concrètement que Gaël cherchait à déclarer que j'avais besoin d'une supervision pour mes décisions financières. Il a été signé par Ravière. Ils ont joint un faux rapport psychologique, dans lequel un spécialiste soutenait que mon comportement était erratique, qu'il y avait des signes de paranoïa et que la vente de l'appartement avait été une action impulsive résultant d'une crise émotionnelle non traitée. Mes mains étaient froides pendant que je lisais. Non pas par peur, mais par indignation. Ce n'était pas suffisant qu'il veuille me prendre mon espace. Maintenant, il voulait aussi effacer mon jugement, me transformant en une vieille femme incompétente, docile et fragile. J'ai appelé Clara. J'attendais ça. Il me l'a dit avec un calme farouche. Ils ne savent pas à qui ils ont fait du mal. En 48 heures, nous avions préparé la contre-attaque, de vrais rapports médicaux et des déclarations de voisins. Enregistrement audio des menaces voilées, et surtout, preuve de la vente légitime de l'appartement sans contrainte devant notaire, avec expertise légale signée. Tout était blindé. Nous avons assisté à l'audience. Je portais une robe bleu marine,
Mes cheveux étaient relevés et mon maquillage était subtil. Il y avait quelque chose de profondément humiliant à devoir prouver que l'on contrôlait encore sa raison. Mais j'ai tenu bon. Ravière n'a même pas eu la décence de soutenir mon regard. Gaël, lui, me regardait avec des yeux vides, comme s'il ne comprenait toujours pas que cette fois-ci sa mère n'allait pas céder. Lorsque le juge a rendu sa décision, elle était simple et énergique. Aucun élément ne vient étayer la nécessité d'une protection. Madame Yolanda Ramirez conserve sa pleine capacité juridique. Pas un mot de plus. Gaël ne dit rien en partant. Catalina ne s'est pas présentée. Je me suis dirigée vers la voiture de Clara, sentant que chaque pas me rendait un peu plus de la dignité qu'ils avaient essayé de me voler. Les jours suivants furent calmes. Clara a insisté pour que je quitte le pays un moment, un petit voyage pour clore ce cycle, pour vivre quelque chose qui n'avait pas l'ombre de Gaël ou l'écho de Catalina. J'ai accepté. Je suis allée à Lisbonne, une ville qu'Emilio a toujours voulu visiter et que j'ai toujours repoussée. Je me suis installée dans un petit appartement avec vue sur le Tage. Je marchais dans les rues pavées, écoutant des fados depuis les fenêtres. Ils buvaient du café uniquement dans de petites tasses. Je n'étais pas pressée, je n'avais pas peur. Pour la première fois depuis des décennies, je me suis sentie comme une femme à part entière. Un après-midi, à un point de vue au coucher du soleil, une femme s'est approchée de moi. « Es-tu seule » ? « Oui. » J'ai répondu sans tristesse. Elle sourit. Ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Il n'était pas là. J'étais absent pendant 3 semaines. Je n'ai reçu aucun message de Gaël. Il n'a pas demandé où il était. Il ne m'a pas souhaité un joyeux anniversaire, qui coïncidait avec ma 2e semaine à Lisbonne. Il n'a pas envoyé de dessin de Rosalia, rien. Et cela, même si cela faisait mal, confirmait aussi tout. À mon retour, j'ai trouvé ma maison intacte, les plantes vertes, les livres à leur place, l'air calme et propre. Clara m'attendait avec un gâteau au citron et une lettre. Il est arrivé par courrier recommandé pendant votre absence. Je l'ai ouvert. Cela venait du bureau de Ravière. Une dernière tentative. Une menace déguisée en excuse. Il voulait faire une médiation. Il voulait réparer les relations familiales. Je savais ce que cela signifiait. Il voulait une partie de ce qui ne leur appartenait pas. J'ai brûlé la lettre dans ma cuisine. J'ai regardé le papier se froisser, noircir et s'effondrer comme de la cendre dans la brise qui soufflait par la fenêtre. Ensuite, j'ai essuyé le comptoir comme quelqu'un qui enlève une dernière tâche. Les mois passèrent. Je n'ai plus jamais eu de ces nouvelles. La paix, qui semblait impossible, s'installa comme un invité silencieux. J'ai appris à apprécier les choses simples. Un café bien fait, un livre qui sent les pages neuves, le bruit de la pluie sur le toit. Un jour, j'ai trouvé un vieux carnet d'Emilio. J'avais des gribouillis, des idées, des phrases libres. Sur une page écrite de sa main serrée, il a écrit « Le plus grand acte d'amour est de cesser de se laisser blesser ». J'ai pleuré comme je ne l'avais pas fait depuis que tout a commencé, et ce fut ma catharsis. Mon fils a essayé de me prendre le peu qu'il me restait, mais il a échoué parce que ce que j'avais n'était pas seulement un appartement, c'était mon histoire, ma mémoire, ma décision, et je ne donnerai plus ça à personne. Je me suis à nouveau habituée au bruit de mes pas dans la maison, à la façon dont le parquet craquait à certains endroits lorsque je passais de la cuisine au balcon. La façon dont la lumière traversait les rideaux à 18 heures, teignant tout d'une couleur dorée mélancolique. C'était un nouveau silence, différent du précédent. Ce n'était pas le silence de l'abandon, c'était le silence du choix, le silence d'une femme qui a nettoyé chaque recoin, non seulement de sa maison, mais de son âme. Clara venait parfois dîner avec moi. Il m'a apporté du vin, des rires et une énergie qui contrastaient avec tout ce que j'avais vécu au cours des mois précédents. Nous avons parlé de littérature, de politique, de voyage, parfois de ce qui s'est passé, mais pas comme d'une plaie ouverte, mais plutôt comme d'une cicatrice qui ne fait plus mal quand on la touche. Un samedi d'automne, alors que j'étais en train de retirer quelques feuilles sèches du jardin de l'immeuble, le portier m'a appelé. « Madame Yolanda, il y a une jeune femme qui vous demande. » Je la regardais de loin. C'était Rosalia. Il avait tellement grandi en si peu de temps. Elle n'était plus la petite fille timide qui se cachait derrière sa mère. Elle portait une veste en jean, ses cheveux étaient lâchés et ses yeux semblaient incertains. Cherchait-il des réponses ou des reproches? Nous sommes montés à l'appartement en silence. Je le lui ai offert. Il a accepté. Elle s'assit sur le canapé où nous avions lu des histoires ensemble tant de fois, mais cette fois-ci l'atmosphère était différente. « Pourquoi as-tu fait ça, grand-mère » demanda-t-il sans détour.
Le fait que vendre l'appartement, déménager, le couper? Je l'ai regardée pendant un long moment. Elle était nerveuse, mais ferme. Elle n'est pas venue avec un ordre, elle est venue avec ses propres fantômes. Parce que c'était nécessaire, répondis-je, parce que si je ne le faisais pas, je me perdrais. Rosalia baissa les yeux, jouant avec la tasse dans ses mains. Papa a dit que tu étais devenu fou, qu'un jour tu t'es réveillé et as décidé de tout détruire. J'ai souri, mais pas tendrement, avec cette tristesse que seules les mères connaissent. Tu y crois? Elle secoua la tête. Je ne sais pas. Je sais juste que depuis que tout est arrivé, personne à la maison ne parle de toi. Maman ne parle pas de toi. Papa change de sujet et je ne comprends rien. Je me suis levée, je me suis dirigée vers le buffet et j'ai sorti une enveloppe. Cela a été préparé il y a longtemps. Voilà, dis-je en le lui tendant. Ce sont des lettres qui vous ont été écrites depuis le premier jour où tout s'est brisé. Je ne les ai pas envoyées. Je ne voulais pas t'empoisonner avec nos batailles, mais maintenant je pense que tu mérites d'entendre ma version de l'histoire. Rosalia l'a reçue comme si elle prenait quelque chose de fragile. Il l'a mis dans son sac à dos sans l'ouvrir. Je peux toujours revenir. Et à gauche. J'ai fermé la porte lentement et j'ai pleuré non pas de douleur, mais de soulagement, car pour la première fois, j'ai senti qu'une partie de l'amour que j'avais planté dans cette famille n'était pas complètement mort. Dans les jours qui ont suivi, j'ai repris mes promenades. Je suis allée au parc pour regarder les enfants jouer, pour lire, pour boire un café sur un banc où le soleil me frappait directement. Parfois, je rencontrais de vieilles connaissances. Ils m'ont posé des questions sur Gaël, sur les petits-enfants. J'ai répondu évasivement, non pas par honte, mais parce que j'ai appris qu'il y a des batailles qui ne peuvent pas être expliquées. Ils vivent, ils s'enterrent et ils les laissent là. Un matin, en rentrant, j'ai trouvé une enveloppe sous ma porte. Il n'y avait pas d'adresse de retour. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule feuille. Si tu ne me rends pas ce qui m'est dû, j'irai jusqu'au bout. Pas de signature ni de date, juste cette menace sèche comme un coup de couteau. J'ai appelé Clara, je lui ai dit, et elle m'a demandé de scanner la note et de la classer. Signaler n'en valait pas la peine pour le moment, mais laisser une trace au cas où quelque chose se produirait en valait la peine. J'ai commencé à remarquer des choses étranges. L'interphone a sonné au petit matin. Quelqu'un est resté devant le bâtiment sans bouger pendant de longues minutes. Les lumières du couloir se sont allumées sans raison. Il n'y avait aucune preuve, mais il y avait une présence. Je n'ai pas ressenti de peur, j'ai ressenti de la colère. Une nuit, j'ai décidé de rester éveillé toute la nuit. Je me suis assis dans le salon avec les lumières éteintes. La ville respirait dehors avec son rythme lent. Et là, à 3 heures du matin, je l'ai vu. Encore CAL. Il n'a pas touché. Il n'a pas crié, il est juste resté là, devant la porte. J'ai pris une photo depuis la fenêtre, puis une autre et encore une autre. Je les ai envoyées à Clara. Ce n'est plus légal, écrit-il. Nous déposerons une mesure conservatoire demain. Et c'est ce qui s'est passé. Le juge a émis une ordonnance restrictive. Gaël ne pouvait pas s'approcher à moins de 300 mètres de moi ou de ma propriété. C'était la dernière fois que je le voyais. Rosalia revint avec des larmes, des lettres soulignées, des questions et peu à peu des certitudes. Papa a toujours dit que tu exagérais. Il me l'a dit, mais en lisant ça, je me rends compte qu'il a tout manipulé. Il a utilisé ton amour, il a utilisé notre histoire. J'ai hoché la tête. Il n'était pas nécessaire d'ajouter quoi que ce soit. Je veux que vous sachiez que je ne suis du côté de personne, a-t-elle poursuivi. Mais je veux connaître votre version complète, non pas en tant que grand-mère, mais en tant que femme. Et c'est ce que j'ai fait. Je lui ai tout raconté depuis le début, depuis les premiers signes, depuis le premier « prête-nous un moment », jusqu'à la dernière porte fermée. Elle a écouté sans m'interrompre, et quand je lui ai dit au revoir, elle a simplement dit « Merci de ne pas avoir abandonné, d'avoir défendu ta voix ». Cette nuit-là, j'ai dormi avec un cœur serein. Je savais que l'histoire n'aurait pas de fin parfaite, qu'il n'y aurait pas de réconciliation théâtrale ou de câlin digne d'un film. Mais il y avait quelque chose de mieux, la justice. Une justice silencieuse et intime, tissée dans chaque décision que je prenais. Mon appartement était désormais un refuge, non pas de solitude, mais d'intégrité. J'avais beaucoup perdu, mais je m'étais rétablie. Et pour une femme comme moi, cela valait plus que n'importe quel héritage. Quand Rosalia a fermé la porte la dernière fois, je ne savais pas si je reviendrais. La maison devint silencieuse, mais pas d'un silence triste. C'était une période pleine de possibilités,
comme si les échos du passé s'estompaient enfin, me donnant l'espace pour construire quelque chose de moi-même, libre des voix qui m'avaient jugé, trahi ou manipulé. Des semaines tranquilles passèrent. Mes journées étaient remplies de petits rituels. Le café du matin avec le journal ouvert sur la table et le soleil filtrant à travers les rideaux, les plantes du balcon dont j'ai encore une fois pris soin avec patience, les promenades au bord de l'eau, où je m'arrêtais parfois pour regarder l'eau sans penser à rien. J'ai commencé à écrire dans un cahier sans intention de publier, juste pour me comprendre. Des mots en vrac. Des souvenirs, des pensées que je n'avais jamais dites à voix haute. C'était comme ramasser les morceaux que j'avais éparpillés au fil des années et me reconstruire jusqu'à ce qu'un matin je reçoive un appel de l'avocat. Son ton était sérieux, mais pas alarmé. Yolanda, ils ont déposé une contestation du testament. Je n'ai rien dit, je l'ai attendu. C'est Gaël. Vous prétendez que vous n'étiez pas sain d'esprit au moment où vous avez effectué les changements. Il veut qu'il soit déclaré invalide. J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais à cause du caractère pathétique de la tentative. Nous avons tout documenté, je lui ai rappelé les signatures, les témoins, même les rapports médicaux. Je le sais et le juge le saura aussi. Mais préparez-vous au bruit. Cela va être dans les médias. Il y a déjà des journalistes qui posent des questions. Et il avait raison. Le lendemain, mon visage est apparu sur un portail d'information numérique sensationnaliste. Le fils poursuit sa mère en justice pour l'avoir injustement déshéritée. Elle est accusée de manipulation et de vente irrégulière de biens. Ils ont utilisé une vieille photo, celle où je suis avec Gaël et Rosalia souriant devant le sapin de Noël. Le titre était agressif, le texte pire, plein de mensonges, de phrases sorties de leur contexte, d'insinuations. Mais je n'ai pas réagi, je n'ai pas répondu, je n'ai appelé personne, j'ai juste respiré parce que j'étais déjà au-delà de tout ça. Clara m'a aidé à préparer un dossier avec des preuves. Chaque document, chaque conversation, chaque date, tout est en ordre. Nous avons également inclus les lettres que j'avais écrites à Rosalia et les messages qu'elle m'a envoyés en réponse, non pas parce qu'ils étaient légalement requis, mais parce qu'ils étaient le fil conducteur qui montrait qu'il y avait de l'amour, de la clarté, de la détermination, pas de la folie. Le jour de l'audience était gris. J'ai vu une biznaba. J'ai porté mon manteau bleu foncé et l'écharpe que Christina m'a donnée avant de mourir. Je suis entrée dans la salle d'audience comme si j'allais clore une affaire, et non pas la combattre. Gaël était là, il ne me regardait pas. Son avocat a présenté des arguments absurdes. Il a parlé de mon âge, de ma fragilité émotionnelle et d'un prétendu déclin cognitif. Il m'a dit que j'avais été victime d'une arnaque, que quelqu'un m'avait sûrement convaincu d'agir de cette façon, que je n'étais pas capable de prendre des décisions aussi drastiques seule. Je l'ai regardé comme s'il parlait d'une autre femme. Je ne me reconnaissais dans rien de ce que je disais. Quand ce fut mon tour de parler, je le fis calmement. J'ai lu une déclaration que j'avais écrite la nuit précédente. J'ai parlé de mon histoire, de ma vie avec Gaël, des signes que j'ai ignorés, des moments où j'ai cédé, de la trahison que j'ai vécue de première main. J'ai raconté comment j'ai été obligée de choisir entre maintenir une façade ou préserver ma dignité. J'ai choisi le deuxième. Le juge m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, il a fait une longue pause et a dit ce que je savais déjà, qu'il n'y avait aucune preuve pour invalider le testament, que mes actions étaient légales et justifiées, et que tout le processus avait été mené en toute connaissance de cause et en toute liberté. Gaël serra les dents et ne dit rien. Son avocat a rassemblé les papiers avec résignation. J'ai quitté le palais de justice seul. J'ai marché sous la pluie sans parapluie. J'ai senti l'eau me purifier. Je me suis arrêtée dans une librairie d'occasion. J'ai acheté un livre de poèmes d'Heidi Villarino et je suis rentrée chez moi comme si je revenais d'exil. Les semaines suivantes furent encore plus calmes. Personne n'a encore frappé à ma porte. Personne d'autre n'a envoyé de menaces. Rosalia me rendait visite de temps en temps. Il m'a apporté des dessins, des livres et m'a parlé de ses projets. J'étudiais la psychologie. Il m'a dit qu'il voulait se spécialiser dans les relations familiales. Je pense que j'ai suffisamment de matière à analyser. Il a plaisanté un jour et nous avons tous les deux ri. Un après-midi, il m'a demandé de lire à haute voix l'un des poèmes qu'il avait soulignés. C'était celui de Mario Benedetti. Défendez la joie comme une tranchée, défendez-la du scandale et de la routine, de la misère et des misérables. Et j'ai compris que j'avais fait ça sans le savoir. Défendez ma joie, mon droit de vivre en paix. On m'a proposé une interview pour un média réputé. Un reportage sur les personnes âgées confrontées à des abus de la part de leurs propres enfants. J'ai hésité, mais j'ai accepté, non pas par vengeance,
mais parce que si mon histoire servait à encourager une autre femme de mon âge à dire assez, cela en valait la peine. Le journaliste était respectueux. Il écoutait plus qu'il ne demandait. À la fin, il m'a serré dans ses bras. Ses yeux étaient humides. « Merci de ne pas te taire », m'a-t-il dit. Lorsque le rapport a été publié, la réaction a été immédiate. J'ai reçu des lettres, des messages, des fleurs, des femmes inconnues me disant que je leur avais donné du courage. L'un d'eux a écrit « Aujourd'hui, j'ai dit à mon fils de ne plus me manipuler. Merci de m'avoir montré que je ne suis pas seule, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie fière, non pas d'avoir vaincu Gaël, mais de m'avoir choisi. » Ce soir-là, j'ai écrit ma dernière lettre. Ni à Rosalia, ni à Gaël, ni à moi-même, chère Yolanda. Vous avez survécu, vous êtes resté debout alors que tout s'effondrait. Vous avez choisi le silence lorsque crier ne fonctionnait pas. Vous avez choisi la vérité lorsque le mensonge vous offrait du réconfort. Vous avez choisi la dignité lorsque la peur vous a poussé à abandonner. Et maintenant tu es là, entier, libre, vivant. Merci de ne pas m'abandonner. J'ai fermé le cahier. Je l'ai gardé dans la boîte à souvenirs avec une photo de moi enfant, une lettre de ma mère et une brindille séchée du groupe. La vie a continué, mais moi aussi. Et c'était plus que suffisant à cet âge. Un matin, alors que j'arrosais mes plantes, j'ai remarqué qu'une de mes plus jeunes voisines, Camilla, me regardait depuis l'autre balcon. Au début, je pensais qu'elle était juste en train d'accrocher des vêtements ou de regarder le ciel, mais lorsque nos regards se sont croisés, elle a souri et a levé une tasse de café comme si elle portait un toast. « Veux-tu venir en prendre un avec moi ?» Il m'a demandé d'une voix claire. J'ai hoché la tête. Cela faisait longtemps que je n'avais pas accepté une invitation de ce genre. Je suis montée à l'étage, j'ai frappé à sa porte et elle m'a accueilli avec une table déjà dressée. Du café fraîchement moulu, des biscuits faits maison, une bougie allumée. L'ambiance était chaleureuse, comme s'il m'attendait depuis longtemps. Nous avons parlé pendant des heures de plantes, de livres, de musique. Elle m'a dit qu'elle avait récemment perdu sa mère et qu'elle se sentait seule. Je lui ai raconté des parties de mon histoire à ma manière. Il n'avait pas besoin de détails pour comprendre. Ma mère disait que parfois il faut démolir la maison de l'intérieur pour laisser entrer le soleil, dit Camilla en regardant par la fenêtre. Tu as l'air de quelqu'un qui a appris ça. Ces mots sont restés gravés dans ma mémoire pendant des jours. C'est alors que j'ai décidé de voyager, pas très loin, une escapade sur la côte, dans la même ville où j'ai passé ma lune de miel avec Emilio. Je ne suis pas partie par nostalgie, je suis partie pour fermer les cercles. J'ai séjourné dans une petite auberge avec vue sur la mer. Chaque matin, je marchais le long de la plage et j'écrivais non pas des lettres, ni des souvenirs. J'ai écrit des histoires fictives, des personnages qui venaient de moi, mais qui n'étaient plus moi. Elle a inventé des femmes qui se sont échappées, qui ont construit une nouvelle vie, qui ont planté des arbres et n'ont pas regardé en arrière. L'une de ces histoires est devenue ma préférée. Il s'agissait d'une femme qui, après avoir été trahie par son propre sang, a construit une bibliothèque dans une ville sans livres. Il ne parlait à personne du passé, il n'expliquait rien, il offrait simplement des mots nouveaux à ceux qui passaient. J'ai pensé à en faire un livre, mais je n'étais pas pressée. Quand je suis rentrée à la maison, le printemps avait commencé. Mes plantes étaient en fleurs. La lavande, la menthe, même le jasmin que je croyais desséché montrait de nouvelles pousses. Cette nuit-là, j'ai allumé une bougie, non pas par nostalgie, mais par célébration. Il était revenu vers moi. Et même si Gaël continuait à parler, même s'il essayait de redorer son image, même si certains me regardaient encore avec doute ou chuchotaient, je n'avais plus besoin d'explications. Je ne devais rien à personne. La liberté a un goût qui ne s'oublie pas. Les jours ont passé, et j'ai reçu une lettre manuscrite sans expéditeur visible. L'enveloppe portait mon nom complet et une écriture qui me semblait familière. Je l'ai ouvert avec précaution. C'était celui d'Emilio. Pas l'Emilio que j'avais aimé, mais l'Emilio qui avait disparu de ma vie sans me dire au revoir. Le père de Gaël, absent depuis des décennies. Yolanda, j'ai appris tout ça tard, à propos de toi, de notre fils, de comment tout cela s'est terminé. Je ne sais pas si j'ai le droit de t'écrire, mais je le ferai quand même. J'étais un lâche. Je suis partie sans savoir ce que j'allais laisser derrière moi. J'ai laissé tomber tout le monde, mais toi encore plus. J'ai lu ton histoire, je l'ai écoutée, et je n'ai pas de mots, seulement le souhait que tu trouves la paix, que tu aies pu guérir ce que j'ai brisé. Je n'ai pas pleuré. Il n'y a pas eu de larmes pour cela, juste un sentiment étrange, comme si la vie fermait une porte dont j'avais déjà oublié qu'elle était ouverte. J'ai gardé la lettre non pas à cause de ce qu'elle disait,
mais à cause de ce qu'elle symbolisait, reconnaissant qu'elle n'avait plus de pouvoir sur moi. Le dernier jour de cette semaine, Rosalia m'a apporté un cadeau, une boîte en bois peinte à la main pour tes nouvelles histoires, dit-elle, celle que tu vas écrire maintenant. À l'intérieur se trouvait un stylo-plume, un carnet à couverture rigide et une petite bouteille d'encre bleue. Sur la première page, elle a écrit une seule ligne. Je n'ai pas hérité de ta maison, mais j'ai hérité de ta force. Je l'ai serrée dans mes bras comme si c'était la dernière fois. Cette nuit-là, j'ai écrit à nouveau, mais pas sur la douleur ou la perte. J'ai écrit sur un jardin qui poussait au milieu de ruines, sur une femme qui, encore marquée par les cicatrices, dansait seule sous la pluie, sur le silence comme forme de victoire et sur le pardon non pas comme un cadeau aux autres, mais comme une façon de se tourner vers soi-même. J'ai terminé l'histoire avec une phrase qui, sans le savoir, me définissait. Je ne suis pas partie. Je me suis retrouvée, et cette fois j'ai dormi sans cauchemar car j'étais enfin libre. Je n'aurais jamais imaginé que le silence puisse peser plus qu'un cri. Mais à ce stade où je soutenais ma vie, j'ai réalisé que le silence parle aussi. Parfois, cela en dit plus, parfois cela crie de l'intérieur, comme un écho que personne d'autre n'entend, mais qui résonne dans vos os. Et à cette époque, tout autour de moi était enveloppé de ce genre de silence, épais, dense, presque tactile. Ce n'était pas de la solitude, c'était autre chose, une longue pause avant un nouvel acte. Je n'étais plus la femme que j'avais été auparavant, je n'étais plus la mère complaisante, ni simplement la victime. Je m'étais transformée en quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort, mais aussi de plus froid, de plus calculateur. Je me suis retrouvée à réfléchir à mes prochaines étapes avec une précision chirurgicale. J'ai regardé, écouté, planifié comme si toute ma vie était devenue un échiquier et j'ai finalement compris les règles. Pendant ce temps, Gaël continuait d'essayer. Il savait qu'il avait perdu, mais son ego ne lui permettait pas d'accepter qu'une femme de 62 ans, sa mère, l'ait battu. Il a donc commencé à chercher des fissures, des petits espaces par lesquels il pourrait revenir. Il a fait appel à tout. La presse, les réseaux sociaux, des connaissances, même de vieux amis que je n'avais pas vus depuis des années. J'ai reçu des messages pleins de fausses inquiétudes. Yolanda, ils nous ont raconté ce qui s'est passé. Êtes-vous OK? Avez-vous besoin de quelque chose? Au début, j'ai hésité. Je pensais que quelqu'un était peut-être vraiment intéressé, mais une brève conversation a suffi pour rédiger le script. Des questions dirigées, des compliments vides, des commentaires subtils pour m'inciter à dire quelque chose de déplacé. Je ne suis pas tombée. J'avais effacé Gaël de mon héritage, vendu l'appartement à son insu, changé toutes les serrures et disparu de ses cartes. Mais ce n'était pas fini. Il manquait une dernière pièce, la pièce définitive. J'ai contacté mon avocat. Je lui ai demandé conseil sur un concept juridique que j'ai appris par l'intermédiaire d'un ami. La déclaration d'indignité à réussir. Il ne suffisait pas de le déshériter. Je voulais qu'au moment de ma mort, il ne puisse même pas contester quoi que ce soit ou revendiquer ce qui n'était pas à lui. Je voulais couper toutes les racines qui le reliaient légalement à moi. Le processus était complexe. Il fallait prouver que ces actes étaient suffisamment graves pour justifier une telle mesure, mais il avait des preuves, des vidéos, des messages, des témoins, tout était documenté. Et surtout j'avais ma parole, ma vérité, qui ne se cachait plus ni ne s'excusait d'exister. Pendant que nous préparions la documentation, j'ai pris une autre décision. J'ai vendu mon deuxième appartement, le petit qu'il me restait dans un quartier plus éloigné. Avec cet argent, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai acheté une petite propriété dans une ville côtière du sud, une maison de plain-pied avec un jardin devant et des arbres fruitiers à l'arrière. Un endroit où personne ne me connaissait, où je pouvais recommencer, où ni Gaël ni ses histoires ne m'atteindraient. Mais je n'ai pas bougé tout de suite. J'avais d'abord besoin de fermer quelques portes et l'une d'elles était Rosalia. La dernière fois que nous nous sommes vus, il m'a dit qu'il ne voulait pas choisir entre son père et moi, mais le monde réel ne permet pas toujours la neutralité. Au fil des mois, j'ai réalisé que son silence était un choix, une façon de se protéger, oui, mais aussi de me laisser tranquille. Il ne m'a jamais écrit, ne m'a jamais demandé comment j'allais, n'est jamais venu. Alors j'ai écrit une dernière lettre, pas pour lui faire des reproches, pas pour la blesser, juste pour lui dire la vérité. Rosalia, je ne m'attends pas à ce que tu choisisses. Tu l'as déjà fait. Je ne vais pas te juger. Chacun porte son histoire comme il peut. Mais parfois, le silence est aussi une trahison. Et dans les moments les plus sombres, je t'ai cherché et tu n'étais pas là. Je ne t'en veux pas. Je voulais juste que tu saches que je t'aimais beaucoup et que même si je n'attends plus rien de toi,
Je te souhaite la paix et la liberté comme celle que j'ai enfin trouvée. Je ne l'ai pas signée avec une mère, juste avec mon nom, Yolanda. Je l'ai laissée dans sa boîte aux lettres un matin pluvieux. Je n'ai pas attendu de réponse. Le jour où j'ai signé le contrat pour l'appartement, j'ai ressenti un étrange soulagement. Ce n'était pas de la tristesse, c'était comme si un énorme poids avait été retiré de mes épaules. Il ne laissait pas seulement derrière lui des briques et du mortier. Ce furent des années de douleur, de concessions, de silence forcé. L'acte signé, j'ai pris un taxi, rassemblé mes quelques affaires, j'avais déjà presque tout donné ou vendu, et je suis parti vers le sud. Le voyage a été long. Nous avons traversé des routes sans fin, des champs ouverts, des virages silencieux. J'avais des écouteurs, mais je n'ai pas mis de musique. Je préférais le bruit du moteur, le vent, le léger cliquetis des roues sur l'asphalte. Je suis arrivé au crépuscule. La maison était exactement comme dans mes souvenirs, simple, confortable, lumineuse. Une voisine, Julia, m'a accueilli avec du pain fait maison. Il m'a dit que si j'avais besoin de quoi que ce soit, je ne devais pas hésiter à frapper à sa porte. Je l'ai remercié, mais je savais que je voulais vivre cette étape seule, en silence, à mon rythme. Les premiers jours, je les ai passés à nettoyer, ranger et planter quelques graines dans le jardin. Lavande, menthe, Je me suis reconnecté à la terre, à l'odeur de l'humidité, au craquement du bois, au chant des oiseaux à l'aube. Et puis, une nuit, la nouvelle m'est parvenue. Gaël avait été dénoncé pour fraude, non pas par moi, mais par une autre femme, une ex-petite amie. Il avait falsifié des documents, manipulé des comptes bancaires et contracté des prêts en son propre nom. Le scandale a fait la une des médias. Son visage, le même qui me criait dessus devant mon ancienne porte, apparaissait désormais partout, non plus comme celui d'un fils en deuil, mais comme celui d'un escroc. Je n'éprouvais ni satisfaction ni vengeance, juste un soupir, comme si l'univers avait enfin remis les choses en ordre. J'ai classé la nouvelle, non pas par ressentiment, mais pour que ce soit clair, pour la justice. Une semaine plus tard, Rosalia m'a écrit un bref email sans salutation. J'ai vu ce qui est arrivé à papa. Je ne sais pas quoi dire. J'espère juste que tu vas bien. Je n'ai pas répondu. Il était tard. J'avais franchi un seuil d'où je ne reviendrai plus. Ma nouvelle maison avait une grande fenêtre donnant sur la mer. Chaque matin, je m'asseyais là avec une tasse de thé et regardais le soleil se lever. Au-dessus des vagues. C'était un rituel, une façon de me rappeler que le temps passe, que même après les tempêtes les plus violentes, le jour arrive. Un après-midi, alors que j'arrosais mes plantes, j'ai trouvé un mot sous la porte. Il appartenait à Julia, la voisine. Il m'a invité à une lecture de poésie à la bibliothèque municipale. J'ai hésité, mais j'y suis allé. Je suis entré en silence. J'étais assis au dernier rang. Un homme âgé lisait des versets sur sa femme décédée. Une petite fille a récité un poème inventé sur les nuages, et puis, sans savoir comment, on m'a offert le micro. Je l'ai pris, j'ai pris une grande inspiration et j'ai lu un de mes textes pour la première fois. Je ne suis pas parti, je me suis retrouvé. La salle devint silencieuse, puis applaudit. Non pas par talent, mais par vérité. Ce jour-là, j'ai compris que je n'avais pas besoin de me venger de qui que ce soit, que la victoire la plus profonde est de vivre sans peur, sans dette, sans dépendre du pardon des autres. Cette nuit-là, j'ai allumé une bougie, non pas par nostalgie, mais par gratitude, parce que j'étais en vie et enfin libre. Le temps ne guérit pas, mais il décante, comme un vieux vin qui conserve son essence la plus amère au fond de la bouteille. C'étaient les semaines qui ont suivi ma lecture à la bibliothèque. Chaque jour apportait une brise différente, une nouvelle odeur, une sensation inattendue. Je me levais tôt, j'arrosais les plantes, je marchais sur la plage, je lisais un livre oublié sur l'étagère du salon. Mais toujours, à un moment donné, le souvenir revenait, non pas avec douleur, mais plutôt avec un étrange mélange de soulagement et de vertige, comme si je regardais dans un abîme qui ne pouvait plus m'engloutir. Je n'ai rien regretté, mais je n'ai pas fêté non plus. C'était un calme étrange, dense et silencieux. Un après-midi, alors que je me promenais dans le marché du village, j'ai remarqué quelque chose de différent. Un regard, un murmure, un geste. Au début, je pensais que c'était mon imagination. Mais quand je suis rentré à la maison, je l'ai confirmé. Dans la boîte aux lettres, il y avait une lettre sans expéditeur, sans timbre, juste mon nom. Écrit avec un trait connu. En une page, en une phrase, vous nous détruirez tous. Les paroles étaient de Gaël. Je n'ai pas été surpris. Cela ne m'a pas effrayé non plus, mais je me suis demandé qui il voulait dire par « nous », lui et Rosalia, la famille en général, ses alliés.
La vérité c'est que je n'avais détruit personne, j'avais seulement protégé ce qui me restait. Ma paix, ma liberté, ma vérité, mais j'ai compris que pour certains c'était déjà une menace. J'ai mis la note dans un tiroir, non pas parce que j'avais peur de quoi que ce soit, mais parce que tout cela pourrait m'être utile plus tard. Elle était méticuleuse. Ainsi, chaque mot, chaque geste, chaque menace voilée faisait désormais partie de mes archives personnelles, non pas par paranoïa, mais par prudence. Cette même nuit, j'ai reçu un appel. Numéro caché. Je n'ai pas répondu. Quelques secondes plus tard, un message vocal est arrivé. La voix de Rosalia. Maman, je sais que tu ne veux rien savoir, mais il y a des choses que je ne sais pas gérer. Papa devient de plus en plus erratique. Il dit que tu l'espionnes, que tu prévois de ruiner sa vie. Je ne sais pas quoi faire. Parfois, ça me fait peur. Pause. Je ne t'appelle pas pour te demander quoi que ce soit. J'avais juste besoin de le dire. Une autre pause, un soupir. Tu me manques. J'ai éteint le téléphone. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas répondu. Je n'étais plus émue par des phrases à moitié sincères et des affections tièdes. J'ai appris que l'amour ne devrait pas faire mal et que ceux qui choisissent le silence lors d'un naufrage ne méritent pas de diriger le navire lorsque le calme revient. Mais quelque chose dans ce message m'a perturbée. Gaël perdait le contrôle et un homme désespéré est capable de tout. Les jours suivants furent étrangement calmes. Julia, ma voisine, m'a apporté des biscuits. Je suis allée au club de lecture, j'ai acheté un vélo. Je me sentais léger, mais quelque chose me disait que cette peine n'était que le prélude, et je n'avais pas tort. Un matin, en ouvrant la porte, j'ai trouvé une caméra, un homme avec un micro, un autre avec des écouteurs et un jeune journaliste au visage sérieux et au ton faux. Yolanda Martinez. J'ai hoché la tête en silence. Nous préparons un rapport sur les conflits successoraux familiaux. Son cas a gagné en notoriété sur les réseaux sociaux. Souhaitez-vous donner votre version? J'ai fermé la porte sans dire un mot. Je n'ai pas été surpris. Gaël avait des amis dans les médias, savait manipuler les récits, était un expert pour se faire passer pour une victime et avait probablement divulgué des informations, déformé les faits et montré seulement une partie de l'histoire, celle qui lui était bénéfique. Le reportage a été diffusé cette nuit-là. Julia me l'a montré avec un visage indigné. Sa mère l'a déshérité sur un coup de tête. Il voulait juste l'aider à déménager. Il l'a accusée de trahison, de vol émotionnel, une histoire qui a ému tout le pays. Les images ont été montées avec de la musique triste, des photos de nous quand il était petit, des vidéos d'anniversaire, des clips audio et un témoignage d'une femme anonyme, probablement payée, qui prétendait que j'avais toujours été manipulatrice. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, non pas parce que c'était drôle, mais à cause de l'absurdité, à cause de la facilité avec laquelle une vie peut être déformée. Et puis j'ai compris, CAL ne cherchait pas la justice, il cherchait la vengeance publique, à détruire mon image, à me ridiculiser, à me forcer à répondre, à jouer son jeu. Mais je n'ai plus joué. J'ai donné la réponse à ma manière. Je suis allée chez un notaire avec mon avocat. Nous avons rédigé un document public dans lequel j'expliquais, sans attaquer ni citer de nom, que j'avais été victime de manipulation psychologique. Que j'avais pris des mesures juridiques pour me protéger, et que je ne voulais pas alimenter le cirque médiatique. Le notaire l'a publié sous forme de lettre ouverte sur papier, sans médias sociaux ni interviews. Je l'ai laissé en silence. Les médias, bien sûr, n'en ont pas parlé. Mais quelque chose a changé. Une semaine plus tard, j'ai reçu une autre lettre, cette fois manuscrite de Rosalia. Maman, j'ai tout vu, le rapport, ta lettre. J'ai l'impression d'être au milieu d'une guerre que je n'ai jamais voulu, mais je ne peux plus faire semblant. Papa est faux. Il me suit, vérifie mon téléphone, m'accuse d'être de ton côté. J'ai peur, je ne veux pas vivre comme ça. Pause. Plus de texte. Je réalise maintenant que j'ai eu tort de te laisser tranquille. Je pensais pouvoir rester neutre, que tout s'arrangerait, mais ce n'est pas le cas. Vous avez agi avec dignité, lui avec haine. Dernier paragraphe. Je ne te demande pas pardon, je sais que ce n'est pas suffisant, mais je veux recommencer si tu me le permets. J'ai lu la lettre plusieurs fois, je ne savais pas quoi ressentir. Je l'ai laissée sur la table, je suis sortie dans le jardin. J'ai pris une grande inspiration et je me suis souvenu de quelque chose que ma mère m'avait dit un jour quand j'étais jeune et fière. Le pardon n'est pas une porte, c'est une fissure par laquelle la lumière peut entrer. Je suis retournée à l'intérieur. J'ai écrit une courte réponse. Rosalia. Les guerres prennent fin lorsque quelqu'un dépose les armes. Je ne t'attends pas, mais si tu viens en paix, je serai là.
Je l'ai envoyé par la poste. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément pour la première fois depuis des semaines, mais ce n'était pas la fin. Le lendemain, j'ai trouvé le portail du jardin forcé, une plante déracinée, une silhouette fuyante s'enfuyant dans les buissons. Appelez la police. Je n'ai signalé personne, mais j'ai laissé une trace. Gaël avait franchi une limite et je devais y mettre un terme. La police n'a pas tardé à arriver ce matin-là. 2 jeunes officiers, polis mais sceptiques, m'ont demandé s'il y avait des caméras, des témoins, autre chose qu'un soupçon. Je leur ai montré la clôture tordue, les empreintes de pas dans la terre humide, le pot de fleurs cassé. L'un d'eux hocha la tête avec un air résigné. Cela pourrait être n'importe quoi, madame, mais nous allons simplement consigner l'incident au dossier. Ils ont pris note, m'ont donné un mot timbré et sont partis comme s'il s'agissait simplement d'une farce d'enfant. Mais je savais que ce n'était pas un voleur, ce n'était pas une coïncidence, c'était un message, un avertissement. J'ai classé le rapport de police avec les autres documents dans le dossier noir sur mon bureau, celui marqué « Soutien juridique ». À ce moment-là, ma maison n'était plus seulement mon refuge, c'était une forteresse. Tout ce qu'il faisait, disait ou recevait était enregistré. J'avais appris que dans la guerre d'usure, la meilleure arme est la persévérance. Cet après-midi-là, alors que je préparais du café, la sonnette a retenti. J'ai jeté un coup d'œil prudent. C'était Rosalia, sans maquillage, sans bijoux, sans voiture, seule, j'ai boutonné mon manteau. J'ai traversé le jardin et j'ai ouvert la porte sans dire un mot. « Puis-je entrer » demanda-t-il d'une voix tremblante. J'ai hoché la tête. Il marcha lentement jusqu'au salon, comme si chaque pas pesait des années sur lui. Nous sommes restés assis en silence. Pendant un moment, on n'entendait que le tic-tac de l'horloge et la vapeur de la cafetière. Je ne savais pas par où commencer, dit-il enfin. J'ai été sans voix plusieurs fois, mais je ne peux plus le supporter. Je lui ai offert une tasse. Il l'a pris dans ses mains comme si c'était une bouée de sauvetage. Gaël est bouleversé. Je l'ai perdu. Où il s'est perdu, je ne sais pas, mais chaque jour c'est pire. Il m'accuse de trahison, de conspirer avec toi, il vérifie mes appels, il contrôle mon emploi du temps. Je ne sais même plus qui il est. Je la regardais calmement. Et maintenant vous venez me demander que Rosalia n'était pas une question. Elle était une ligne, une limite. Elle a compris. Je ne suis pas ici pour demander quoi que ce soit. Je voulais juste te dire que j'avais tort et si jamais tu veux reconstruire quelque chose avec moi, je suis là pour ça sans aucune condition. Ses yeux étaient rouges, mais il ne pleurait pas. Je t'ai entendu, dis-je enfin. C'est tout ce que je peux promettre maintenant. Il hocha la tête, se leva, me serra légèrement dans ses bras et partit. Quand j'ai fermé la porte, j'ai senti un poids en moins. Ce n'était pas du pardon. Ni la réconciliation. C'était la fin d'une attente. Elle n'avait plus besoin d'être comprise. Il avait tout dit, tout fait, tout montré. Le reste ne dépendait pas de moi, mais ce qui dépendait de moi restait encore à résoudre. Cette même nuit, j'ai reçu une notification du tribunal. Gaël me poursuivait en justice pour expulsion arbitraire et manipulation d'actifs. Je lis attentivement chaque page, des mots vides, des phrases écrites par un avocat cher. Il voulait prouver que je n'étais pas en pleine possession de mes facultés, que j'avais été influencé par des facteurs extérieurs et que mon changement de volonté était le résultat d'une pression psychologique. Le document était un mélange d'insultes et de menaces, mais il ne m'a pas ébranlé. J'étais préparé. Mon avocat, le même qui m'a aidé à vendre l'appartement en secret, a répondu en un temps record. Il a présenté toutes les preuves, les lettres de Gaël, les messages, les enregistrements, les plaintes antérieures, la vente faite avec plein pouvoir et le testament renouvelé avec témoins et notaires. Mais il y avait autre chose, quelque chose que j'avais gardé au cas où ce moment arriverait. Un enregistrement audio, une nuit, il y a quelques semaines, alors que je parlais à Christina au téléphone, Gaël avait accidentellement laissé un message sur ma messagerie vocale. Je pensais qu'il avait déjà raccroché, mais non. Dans ce message enregistré involontairement, on l'entend parler à quelqu'un, peut-être un avocat, peut-être un ami, et dire textuellement « Elle va tomber toute seule, elle est vieille, elle est seule ». Quelques bons articles dans les médias, quelques publications avec de vieilles photos, et c'est tout. Personne ne remettra en question notre admission. Mon avocat l'a écouté 3 fois, m'a regardé en silence et a dit « Cela ne fait pas que clore votre défense, cela la fait couler. » Nous avons soumis l'audio dans le cadre du dossier, ajouté le rapport de police, inclus la lettre de Rosalia comme témoignage volontaire, puis fait autre chose.
Nous avons demandé une ordonnance de protection préventive. Le juge, après avoir lu le dossier, a hésité. Il était interdit à Gaël de s'approcher à moins de 500 mètres de mon domicile. Pas d'appel, pas de message, pas de réseau, pas de contact de tiers. Lorsque la notification est arrivée, sa réponse a été immédiate. Une vidéo. Il a posté un clip de 3 minutes sur ses réseaux sociaux, en pleurs, m'accusant de déloyauté, d'avoir détruit sa famille, d'avoir fait un lavage de cerveau à sa femme, de l'avoir laissé sans rien. Les images ont été manipulées. Il a utilisé des fragments d'anniversaire, des photos de moi riant avec lui quand j'étais enfant, des scènes de famille sorties de leur contexte, mais il a fait une erreur. Elle a inclus une photo prise à l'intérieur de mon ancienne maison après la vente, une photo de moi sur le balcon avec un verre de vin, comme si j'y vivais encore. Ce que je ne savais pas, c'est qu'à la date exacte de cette photo, j'avais déjà changé la serrure. Il n'aurait pas dû y avoir accès, et pourtant il était entré. Ce détail nous a aidés à élargir la plainte. Atteinte à la propriété, violation de la vie privée, désobéissance judiciaire. Le juge, constatant la récidive, a été clair. Nous sommes confrontés à une campagne systématique de harcèlement et de manipulation. A autoriser des mesures plus sévères, notamment la surveillance numérique, et a convoqué Gaël pour témoigner. Pendant ce temps, j'ai gardé ma routine intacte. Jardin, lecture, silence, paix. Mais quelque chose commençait à fleurir en moi. Ce n'était pas une vengeance, c'était de la justice. Un matin, j'ai reçu un appel du tribunal. Madame Martinez. Monsieur Gaël Martinez a comparu ce matin accompagné d'un avocat de la défense, mais a refusé de témoigner. Toutefois, en raison de l'accumulation de preuves, le juge a décidé de procéder à une audience publique. Êtes-vous prêt à y assister? J'ai hoché la tête. Il était temps. L'audience a été fixée au jeudi suivant dans un vieux bâtiment à colonnes. Échos aigus et longs. J'étais assis au premier rang à côté de mon avocat. Gaël est arrivé avec une demi-heure de retard. Costume sombre, visage de martyr. Le juge a demandé le silence, a lu le dossier, a présenté des preuves, a écouté l'audio, a lu la lettre de Rosalia, a montré la photo du balcon et a demandé si Gaël souhaitait faire une déclaration. Il a juste marmonné que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais c'était trop tard. Le juge a été ferme. Il existe non seulement des indices de manipulation de la part de Madame Martinez, mais aussi des preuves évidentes de persécution, de coercition et d'utilisation abusive des médias publics pour dénigrer son image. Le verdict a été bref, une interdiction prolongée de 2 ans, une ordonnance de suppression de tout contenu public diffamatoire, une amende pour préjudice moral, une interdiction de contact et une fermeture symbolique. Le juge, à voix basse, dit « Parfois, couper est une guérison ». En sortant du palais de justice, le soleil m'a frappé le visage comme une caresse. Je n'ai ressenti aucune gloire ni aucun triomphe. Je me sentais libre et c'était tout ce dont j'avais besoin. La semaine qui a suivi le procès a été apparemment calme. Aucune voiture inconnue n'est passée autour du pâté de maison. Aucune enveloppe sans expéditeur n'est arrivée dans la boîte aux lettres. Personne n'a frappé à ma porte. Personne n'a crié mon nom derrière la porte. Le silence revint. Mais il n'était plus le même qu'avant. Ce n'était pas le silence de l'attente, mais celui de l'après. Ce qui arrive quand une guerre se termine et qu'il ne reste que le bruit du vent sur les ruines. Rosalia m'a envoyé une lettre manuscrite. Elle m'a raconté qu'elle avait déménagé dans une pension de famille à Mar del Plata, qu'elle avait trouvé un emploi à temps partiel dans une librairie et que chaque soir elle lisait des fragments de Clarice Lispector pour s'endormir. Il m'a souhaité la paix. Il ne m'a rien demandé. Il signait à l'encre violette comme quand il était jeune. Je ne lui ai pas répondu. Non pas par colère ou par froideur, mais parce que ce n'était plus nécessaire. Nous avions clos ce cycle avec dignité, et j'avais appris que tous les adieux ne nécessitent pas de mots. Certains arrivent tout simplement. Comme les feuilles qui tombent de l'arbre quand l'automne arrive. Ils ne font pas de bruit, ils s'éloignent simplement. Christina, quant à elle, venait tous les mardis. Nous avons bu du thé au jasmin dans le jardin. Nous parlions de choses simples, recettes, nouvelles, anecdotes du quartier, mais de temps à autre, dans les intervalles de la conversation, nous laissions échapper une phrase à ce sujet, non pas comme quelqu'un qui revit une blessure, mais comme quelqu'un qui pointe du doigt une cicatrice qui ne fait plus mal. Un jour, cependant, elle m'a apporté un cadeau, un petit bonsaï d'olivier, pour te rappeler que certaines racines, même lentes, poussent toujours fort. Je l'ai mis sur le rebord de la fenêtre. Chaque matin,
je le regardais en me réveillant et même s'il semblait fragile, il résistait à tous les vents. Un après-midi de mars, j'ai décidé de faire quelque chose que j'avais remis à plus tard pendant des années. Je suis montée lentement, lampe de poche à la main, poussière, vieille boîte, vêtements d'hiver, photos, livres, cahiers aux pages pliées. Je me suis agenouillée devant le coffre bleu, celui qui avait appartenu à ma mère. Je l'ai ouvert. À l'intérieur, il y avait entre autres la couverture en laine que nous avions tricotée ensemble pendant les nuits froides de mon adolescence. Et une boîte en carton avec des cartes postales. L'une d'elles en particulier a retenu mon attention. Elle provenait d'un parc des Asturies avec un banc vide devant un lac. Au dos, l'écriture de maman. L'important n'est pas que vous restiez, mais que vous sachiez partir quand vous n'êtes plus nécessaire. J'ai lu cette phrase à voix basse plusieurs fois et j'ai compris que mon rôle de mère n'était pas de tenir bon, mais de lâcher prise. Il ne s'agissait pas de protéger à tout prix, mais de fixer des limites. Il ne s'agissait pas de toujours corriger, mais de dire que ça suffit. Gaël n'était plus mon enfant, il avait choisi sa voie. Et même si ça faisait mal, ce n'était plus ma responsabilité de réparer ce qu'il avait décidé de casser. Le même jour, je me suis assis devant l'ordinateur. J'ai écrit un message court, clair et sans fioriture. Je l'ai envoyé à mon avocat. Je veux apporter une dernière modification au testament. Dans la nouvelle version, en plus d'exclure Gaël, il était stipulé qu'à mon décès, une partie importante de mes biens serait donnée à un organisme qui soutenait les femmes âgées victimes de violences économiques ou émotionnelles. Les femmes, comme je l'ai dit au notaire en signant, ont enduré par amour, par peur, par habitude. Et un jour, ils ont dit « assez ». Il m'a regardé avec respect, a scellé le document et m'en a remis une copie. Je me sentais léger, comme si toutes ces années de fardeau avaient soudainement été laissées derrière moi. Les semaines continuaient leur cours, les feuilles tombaient. Les après-midi raccourcissaient. J'ai commencé à marcher le long de la promenade tous les matins. Il a salué les voisins. J'ai acheté des fleurs fraîches. J'ai appris à faire du pain complet. Je me suis remis à écrire dans mes journaux. Une nuit, il pleuvait abondamment. Le genre de pluie qui frappe les toits comme une confession. Je me suis préparé du thé à la menthe, j'ai allumé la lampe dans le coin et je me suis assis pour lire. Le bruit de la pluie se mêlait à la douce musique du vinyle. Au milieu de ce silence, mon regard est tombé sur une photo encadrée. Moi jeune homme avec Gaël dans mes bras. Nous avons tous les deux souri. Il avait une casquette rouge, une robe de lin blanc. Je me suis approché. Je l'ai pris dans mes mains et sans trop réfléchir, je l'ai placé dans une boîte, je l'ai fermé et je l'ai rangé au fond du placard, non pas pour l'oublier, mais pour laisser partir la version de lui qui n'existait plus, car une partie du deuil consiste à comprendre qu'on ne peut pas vivre éternellement dans le portrait d'un souvenir, qu'il faut faire de la place à d'autres images, d'autres souvenirs, d'autres manières d'être. Le lendemain, j'ai fait don de plusieurs objets, des vêtements, des cahiers, des oreillers, des livres que je ne lis plus. La maison respirait plus profondément, le silence était doux, la lumière entrait sans entrave. Je me suis assis sur le porche avec une tasse de café. J'ai regardé le bonsaï. L'olivier avait une nouvelle feuille. J'ai souri. Christina est arrivée avec des demi-lunes. Nous rions de choses sans importance. Nous avons parlé du chat du voisin, d'un documentaire qui passait à la télévision. Il m'a demandé si j'avais l'intention de voyager. Peut-être, dis-je, Turia, il y a un banc devant un lac que je veux voir. Elle m'a regardé d'un air entendu. Alors, tu es prêt? J'ai hoché la tête. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose. Toutes les renaissances ne sont pas explosives. Certains se produisent discrètement. Il n'y a pas de feu d'artifice ni d'acclamation. Seule une certitude sereine, que nous sommes vivants et que cette fois personne n'a les clés de notre maison, de notre corps, ni de notre nom. Un jour, j'ai ouvert le placard et j'ai trouvé ma robe en lin blanc. Je l'ai mis et je suis sortie dans le jardin. Le soleil caressait ma peau. L'air sentait la terre humide et le romarin. Les abeilles tournoyaient autour des fleurs. Je me suis assis sur le banc sous le citronnier. J'ai fermé les yeux et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas pensé au passé, ni au procès, ni aux cris, ni aux trahisons, ni même à la vengeance. J'ai pensé à moi, à ce que j'avais sauvé, à ce que j'avais reconstruit, à ce qui, malgré tout, pouvait encore fleurir. Et puis, sans précipitation, sans drame, sans larmes, j'ai dit à voix basse, ils n'ont plus jamais touché à mon nom. Puis je me suis levée, je suis entrée dans la maison, j'ai éteint mon téléphone et j'ai ouvert la fenêtre.